Allez, tiens, connaissez-vous le co-living? C'est un peu le concept tendance, la nouvelle grande tendance dans l'immobilier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Jean-Jacques Manceau, rédacteur en chef de Forbes.fr. Alors le co-living, c'est un peu on va dire le principe du coworking appliqué, appliqué au résidentiel. Mais mes chers amis, ça s'appelle la coloc. Non, ça ne s'appelle pas la coloc. Pas du tout, pas du tout. Alors, le principe du coworking, c'est que le coworking, c'est pas du bureau dans lequel tout le monde travaille dans le même bureau. Le coworking, c'est chacun travaille dans son bureau et on partage des espaces communs, une terrasse, une salle de sport. Mais en coloc, c'est ce qu'on fait aussi. On a un truc commun, puis on partage des. Le co-living, qui était la nouvelle grande tendance de l'immobilier, c'est justement. Quelle différence avec la coloc? D'appliquer au résidentiel les principes du coworking. C'est-à-dire que chacun, dans un immeuble réalisant le co-living, chacun a son appartement, avec ses toilettes, sa douche, sa petite cuisine, mais on partage un espace on partage un spa, on partage une salle de sport, on partage un espace de machine à laver, on partage chacun un café. Mais il y a des pièces partagées en plus, de pièces de vie. C'est le principe, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui est aménagé pour avoir des logements individuels, parce qu'il est hors de question. L'idée, c'est que la colocation, c'est bien, mais ça a un côté un peu colonie de vacances, on est obligé de vivre les uns avec les autres. Là, dans un co-living, dans les immeubles actuels de co-living, vous n'êtes pas obligé de croiser vos voisins. Enfin, vous les croisez dans l'ascenseur comme dans donc chacun a sa petite piole, et en plus, voilà, il y a mais c'est pas forcément fitness, une petite piole. le bar. Ça peut être un 2 pièces, ça peut être un 3 pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est, vous avez votre appartement. Ça ressemble plus, en fait, la comparaison, ce n'est pas la colocation, c'est le condominium à l'américaine. C'est-à-dire cet immeuble où tous les services sont proposés. C'est un truc de milliardaire, les condominiums aux États-Unis. Oui, et justement, le co-living, c'est adapter le principe américain du condominium, c'est-à-dire avoir son logement avec tous les services qui sont partagés. Vous pouvez partager un parking, une salle de fitness, une laverie, et encore une fois, vous pouvez avoir aussi un bar, vous pouvez aussi... Je veux dire, le toit terrasse pourrait par exemple être partagé, plutôt que d'avoir chacun son petit toit terrasse de 4 mètres carrés. Vous en avez un immense de 500 mètres carrés, vous pouvez partager. Donc c'est un principe qui est assez collaboratif dans l'esprit et en même temps terriblement moderne, parce que c'est vraiment la tendance du marché aujourd'hui. On le voit bien. Mais les immeubles en co-living, il y en a beaucoup. Enfin, c'est un truc qui vient des États-Unis, j'imagine. C'est un truc qui vient des États-Unis. C'est quelque chose qui est totalement balbutiant. On est au début, mais ça existe déjà. Ça existe, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un très bel exemple à Marseille. En fait, il y a une société parisienne qui s'appelle Colonize et qui a fait son premier... Alors, au départ, ça a démarré au Pays Basque. Il y a eu un premier, comment dirais-je, un premier programme à Bayonne. Ensuite, à Paris, en fait, une société a fait un co-living dédié à une société qui s'appelle l'école de commerce l'INSEAD. En fait, ils ont créé un endroit pour justement loger les gens de l'INSEAD qui avaient envie à la fois, qui ne voulaient pas être à l'hôtel, qui ne voulaient pas être en appartement-hôtel, mais qui voulaient avoir à la fois un vrai appartement, mais en même temps des services. Donc ils ont créé, dans le sud de Paris, du côté de l'INSEAD, ils ont créé un premier co-living. Après, ils en ont créé un autre dans le 19e, là ils sont en train d'en faire un dans le 4e, donc ça commence à prendre. Il y a un très bel exemple qui s'appelle The Babel Company à Marseille, où ils ont créé un mixte co-living, co-working, c'est-à-dire que vous avez en fait à la fois l'espace de vie, et l'espace de travail. Mais c'est surtout que, par exemple, là, Xavier Niel a annoncé qu'il achetait un immeuble pour créer du co-living, pour loger tous les start-upers de la station F. Parce que quand vous voulez proposer à des Américains, à des Chinois, à des Australiens de venir à la station F pour développer les start-up, il faut vous loger. Or, on sait très bien qu'à Paris, se loger, c'est une tannée. Et quand vous êtes seul, on est là plutôt à affaire à des jeunes. Quand vous êtes seul. C'est un truc pour les jeunes essentiellement d'ailleurs, ou pas que d'ailleurs? Je pense que ça va comme toujours, comme le coworking, ça va démarrer avec les jeunes et ça va très vite s'étendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, si je devais m'installer à Londres tout seul, je préférerais vivre en co-living plutôt qu'avoir mon appartement, gérer toutes les charges. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de l'électricité, vous n'avez pas à vous occuper de l'eau. L'Internet est compris, vous n'avez rien. Vous avez un bail qui peut être de 3 jours, qui peut être qui est plus cher ou moins cher que d'ailleurs si on avait l'équivalent, mais comment trouver l'équivalent d'un petit appartement pour se loger? Alors, les chiffres qui circulent, le problème c'est que aujourd'hui, l'idée c'est que on fait des économies à peu près de 150 à 200 euros par rapport à un logement de même surface au même endroit. C'est-à-dire que globalement,
un studio, vous allez payer autour de 1 000 € par mois à Paris. Dans un co-living, vous allez plutôt être à 850 €. Sans tous les services qu'on a à côté. Voilà. Hein. Mais le produit n'est pas tout à fait identique. Donc voilà, entre un petit appartement un peu minable sous les toits au 6e étage sans ascenseur et un superbe co-living avec la salle de sport, le fitness, le sauna. Tout ça pour 150 balles de moins par mois, mais il n'y a pas photo, non? Ben, c'est pour ça que je vous dis que ça va cartonner. Et pourquoi ça va cartonner? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le produit sur lequel les investisseurs veulent aller. C'est ça le sujet. Ça en passe de devenir carrément un investissement à part entière. Oui. Mais on fait combien, quoi, comment En fait, ça va connaître le même succès que les résidences de tourisme ou les résidences universitaires qui, elles, ont été fortement aidées quand même par la défiscalisation de type LMNP ou autre dispositif défiscalisant. Là, il n'y a pas de défiscalisation, mais il y a une vraie opportunité pour les bailleurs d'acheter des immeubles. Les immeubles vont être... Mais c'est 1 million d'euros, ça, s'il faut acheter des immeubles. C'est pas un investissement pour le commun des mortels. Hein. Évidemment, s'il faut acheter tout un immeuble et le diviser en co-living et le filer à une société de gestion, ça peut coûter cher. Mais ce qu'ils ont fait à Marseille, dans The Babel Community, c'est qu'ils ont fait appel au crowdfunding. C'est-à-dire que chacun a mis un peu comme le... Ils ont fait appel au le crowd. Ah, il y a du mal. Hein. C'est toujours le piège. Hein. Le crowdfunding. Pas crowd, le crowd. Le crowd. Crowdfunding. De la foule qui prête. En fait, l'idée, c'est d'amener un certain nombre d'investisseurs sur la plateforme qui vont ensemble financer un investissement qui aura une rentabilité forte. La preuve que ça a une rentabilité forte, c'est qu'aujourd'hui, tous les promoteurs se mettent dessus. Et mieux, toutes les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, la Française AM a décidé d'en faire un axe fort. Aujourd'hui, le co-living, c'est une réelle tendance de l'immobilier urbain. Et via la SCPI, pour le coup, pour quelques centaines de milliers d'euros, on peut investir. Et donc, du coup, pour les investisseurs, c'est la possibilité, effectivement, d'avoir accès à un investissement sécurisé, facilité, parce que la SCPI, c'est beaucoup plus simple que l'achat en direct, on est d'accord. Mais voilà, ça va vraiment booster le marché. Donc, on est au début de quelque chose qui ne sera pas seulement réservé aux jeunes, aux étudiants, peut-être même aux jeunes actifs, ou même peut-être on imagine quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a pas besoin d'avoir un appartement qui est grand, qui a envie d'avoir un peu de compagnie avec du monde. Parce qu'un co-living, ça peut aussi être une nouvelle forme d'EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un co-living, un co-living, aujourd'hui, rien n'interdit qu'un co-living soit adapté à des usages pour personnes âgées, dépendantes ou pas. Évidemment, il n'y aura pas tous les services d'un EHPAD, mais ça peut intéresser les étudiants, ça peut intéresser les jeunes travailleurs, ça peut intéresser les cadres en expatriation ou les cadres en déplacement, ça peut intéresser les personnes âgées qui ont besoin de compagnie. Enfin, aujourd'hui, rien n'oblige une personne âgée à aller se retrouver dans un EHPAD. On sait en plus que ce n'est pas non plus quelquefois très reluisant. Un co-living, c'est pour 1 000 € par mois, on a accès à un certain nombre de services et on partage. On n'est pas forcément toutes les personnes âgées. Loin s'en faut, ne sont pas toutes dépendantes. Absolument. On voulait vous en parler de cette nouvelle tendance, donc tendance le co-living, qui n'a rien à voir avec la coloc, merci de me l'avoir expliqué. On va voir sinon la couverture de Forbes sur les femmes d'influence, et puis sur quoi d'autre? Sur les fintech, dossier sur les fintech également. On a un gros dossier sur les levées de fonds. Il y a une espèce de folie un petit peu dans la fintech. La fintech, c'est une vraie spécialité française. C'est vraiment le secteur que la Silicon Valley nous envie. Et donc, on a essayé de faire un petit peu le point sur toutes les belles fintech qui sont en train de se développer, et qui sont en train de nouer des partenariats avec les banques. Et puis aussi, on a aussi un petit dossier sur l'immobilier, l'expatriation et la fiscalité qui a beaucoup changé la fiscalité des expatriés. Tout ça à découvrir. Est à retrouver donc dans Forbes, dans le magazine. Merci Jean-Jacques. Merci David.